Ok, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur ce nouvel amas. On attend une minute, le temps que tout le monde se connecte. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. 32 participants, je pense que c'est bon. On va avoir le quorum. Ok, donc soyez les bienvenus. Nouvel amas, du coup, imagerie, toujours sur le parcours interopérabilité. Alors, un, deux, trois petits réglages. Ok. Donc, toujours sur la thématique, effectivement, interopérabilité, qui va concerner notamment toujours le programme Ségur du numérique et notamment les dispositifs imagerie qui sont dans cette vague 2, donc le RIS et la Dreambox. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, on reste sur cet amas sur un périmètre qui est défini autour des sujets d'interopérabilité associés à la vague 2 Dream notamment, mais aussi on pourrait l'étendre au RIS. Les différents scénarios de test également, jeux de données, toute la partie outillage, environnement de test Gazelle, et également les specs projet Dreambox et volet Sysis. Donc voilà le périmètre de cet amas aujourd'hui. Donc fréquence d'organisation, donc on était sur cet amas qui avait été planifié. On verra comment il va se dérouler sur les questions que vous aurez à poser. Il y a deux possibilités. Soit c'est des questions qu'on arrive à répondre en direct et à ce moment-là, on y répond tout de suite. Soit il y a des questions un peu plus complexes ou qui demandent des démonstrations. À ce moment-là, on se réserve le droit de planifier du coup un autre amas qui pourra aborder du coup les sujets que vous vous posez, les questions que vous vous posez. Donc pas de nouvelle date d'amas en tout cas qui est planifiée à ce jour. J'aurai l'occasion de vous partager quelques éléments en fin de présentation sur des prochains ateliers qui sont en cours de conception. Ce qu'on a prévu pour l'ordre du jour, on a prévu, donc ça va être un amas assez descendant, parce qu'on avait envoyé un questionnaire. On a eu très peu de retours sur le questionnaire. On a eu quelques retours, mais qui ne sont pas énormément structurants. Donc on va pouvoir y répondre. Mais sur les questionnaires, assez peu de retours pour l'instant. C'est pour ça que je me pose la question de potentiellement temporiser les amas si on n'a pas de nouveaux sujets qui arrivent là prochainement. On arrive en tout cas à traiter normalement au niveau activité support, on arrive normalement à traiter vos différentes questions sur ce périmètre interopérabilité. Donc ça suit son cours. Sur l'ordre du jour, donc quelques sujets. J'aurai l'occasion de vous partager quelques revues d'ajustement d'outillage de test qu'on a revues là cet été au mois d'août. On reparlera également de la partie jeu de données qui a été également un peu mise à jour. J'aurai quelques informations à vous donner. L'intégration des solutions Dreambox et l'espace de confiance de référencement, des ajustements côté REM qui se font en cours avec un certain nombre d'arbitrages déjà qui ont été effectués. Je vais vous les communiquer. Et enfin, une dernière partie, toujours sur la partie outillage de test Dream. Si on va dans le vif du sujet, sur cette première slide, donc, pendant la période estivale, l'activité support a continué dans tous les cas au mois d'août. Vous nous avez sollicité, vous avez fait des tests sur les outils et vous nous avez remonté un certain nombre d'anomalies qu'on a dû du coup investiguer et qu'on a traité et mis en cohérence avec le corpus. Ça arrive qu'il y ait des écarts. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres écarts aujourd'hui qui ne sont pas encore identifiés, qui pourraient du coup nous amener encore à faire des modifications. Là, aujourd'hui, on n'en a pas encore, on n'a pas de nouvelles modifications en attente, elles ont toutes été traitées. Ces modifications, du coup, remontées pendant le mois d'août et investiguées. Elles touchent plusieurs outils. Donc, je vous invite du coup à prendre des notes, on vous enverra de toute façon la slide. On a fait tout d'abord un retrait des règles de validation relatives à la mention du paramètre Boundary. Paramètre Boundary qui sert à séparer des multiparts dans les réponses. Donc, c'est les chaînes de caractères qui séparent les multiparts. La requête Boundary, ce qu'on a vu,
c'est qu'elle n'est pas indispensable à la requête et le boundary n'est pas imposé par la RFC. Donc, du coup, on a décidé de retirer la règle de validation du boundary. Pour, si vous ne le mettez pas, que là, vous puissiez quand même faire valider vos tests sans ça. Il y a eu aussi un assouplissement, donc toujours sur la partie requête-réponse Wadoo, un assouplissement sur la sensibilité à la casse des règles de validation. Donc voilà, 2 éléments qui ont été réalisés, parce que la casse également a été confirmée, donc pas de sensibilité à la casse, ça a été confirmé au niveau de la RFC. C'est le point aussi également qu'on avait vu. Autre point, sur le simulateur client Wadoo, on a fait une correction aussi. Il y avait une anomalie qui empêchait la mise en œuvre du MTLS entre le simulateur et le SUT cible, qui est la Dreambox source. Le MTLS ne se montait pas. On a dû faire une correction directement sur la plateforme Gazelle. Donc là, le test maintenant est à nouveau ouvert et vous pouvez y aller. Au niveau du cross-validateur, on a fait aussi également un certain nombre de corrections. On a fait un alignement entre les entrées et sorties avec la spec COS, dans tout ce qui est on a fait des corrections de règles autour du CDA-XDS sur l'identification de l'auteur, responsable du document, modalité, région. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais du coup là, on arrive maintenant à s'aligner complètement avec les specs. COS XDS pareil, COS CDA également. On a créé également 2 nouvelles règles sur la partie cross-validation. C'est des éléments qui nous avaient été aussi remontés sur la prise en charge et la possibilité d'un compte rendu pour qu'il puisse référencer plusieurs examens d'imagerie, donc avec un impact relatif au COS et à l'autre soumission XDS, puisque le COS porte uniquement un seul examen. Donc effectivement, sur un compte rendu, on peut s'attendre à avoir plusieurs examens référencés, et ça, c'est vrai que ça passait pas au niveau de la cross-validation jusqu'à présent. Donc ça, il y a eu une nouvelle règle avec un assouplissement autour de ça. Après, il y avait un petit sujet sur la list accession number, mais je ne l'ai pas forcément noté. List accession number, de toute façon, c'est une liste, elle doit être listée dans les COS et dans la soumission lot. Ça ne change pas. Voilà sur la première slide que je voulais vous partager sur la partie outillage et sur les ajustements qui ont été réalisés du coup pendant l'été. Alors, je vais poursuivre, on va surveiller s'il n'y a pas de questions sur le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas. Information sur les outils. Alors là, on passe sur un autre sujet. Donc 2 sujets. Ici, sur cette slide, sur la partie validation. Donc, vous utilisez ce qu'on appelle la plateforme Gazelle Web Service Tester, qui héberge les différents simulateurs clients de test, notamment le simulateur Wadoo. Si vous regardez les scénarios, il y a des tests et de tests qui sont réalisés avec de la validation, des messages de réponse qui sont reçus auprès du service tiers qui est nommé EVS. Actuellement, on a une problématique, pas bloquante, mais du coup, on voulait vous l'exposer aujourd'hui. C'est le lien entre les 2 services qui est actuellement dysfonctionnel. Donc, le service Gazelle Web Service Tester et EVS qui empêche l'envoi automatique de la réponse directement à l'instance de validation. Donc, on vous propose un mode dégradé. Si jamais vous rentrez dans ces différents scénarios de validation de messages, pour réaliser du coup ces opérations de validation, ce qu'il faut faire sur le message de réponse reçu par le simulateur qui va s'afficher au niveau de l'écran Gazelle, il faut faire une recopie manuelle de la réponse et du contenu et le positionner sur le validateur du message. Donc ça, c'est un élément qu'on a discuté et c'est un mode de fonctionnement dégradé mais qui fonctionne. Du coup, ça nous a amené à mettre à jour la documentation, la notice d'interopérabilité d'homologation. Ça nous a amené du coup à mettre une petite mise à jour sur cette notice qui a été republiée ce matin. Donc, je vous invite toutes et tous à aller récupérer la dernière version de la notice
la version de la notice, dernière version, donc c'est la 1.8. Je vous le préciserai peut-être dans la slide. La dernière version de la notice, c'est la 1.8 qui a été republiée ce matin et qui explique du coup comment aller récupérer la réponse et la transmettre en validation au niveau de Gazelle. Autre sujet que je voulais vous partager, à quand la correction? Question de Bruno. Je répondrai un petit peu après. Je regarde si on peut vous apporter des éléments là-dessus. Sachant que, voilà, je ne suis pas sûr d'avoir la date exacte de la correction, mais on a bien le mode dégradé, en tout cas, qui est proposé. Sur le déroulement, alors il y a un déroulement du test sur l'archive COS également. Quelques informations à vous partager ici. On utilise un validateur de métadonnées XD pour l'archive COS. Néanmoins, vous allez rencontrer une erreur hein, quand vous allez le passer. Ce qu'on souhaite valider, c'est la validation d'un lot XDS hein, qui permet la publication d'un document COS. Il doit être normal. Donc, le test va retourner une erreur. Contenant la valeur associée à la métadonnée URI. Alors, la métadonnée URI, aujourd'hui, elle est spécifiée par la spécification échange de documents de santé, notamment pour le contexte MS Santé. Spécifiée notamment par IHE aussi en ISO 9660. Sur le fonctionnement de ce validateur XD, qui est basé aussi sur le volet de partage, qui limite la valeur URI à 8 caractères. Côté Dreambox, côté spec Dreambox, on a surspécifié un petit peu cette valeur URI, on a surcontraint et on a mis une longueur de 12 caractères. Alors pourquoi une longueur de 12 caractères? Puisque finalement, hein, je ne sais pas si vous êtes allé voir, ce scénario, il va permettre de valider les différentes sauvegardes, différentes archives XDM qui sont sauvegardées par la Dreambox pour ensuite être jouées lors d'une restauration. Donc du coup, on a dû surspécifier un petit peu puisque, au vu de l'activité qu'on va avoir au niveau des Dreambox avec des COS, avec des noms également à rallonge sur le nombre de soumissions. Donc l'URI va dépasser un petit peu les 8 caractères qui est utilisé dans le volet échange. On surspécifie, c'est indiqué hein, dans la spécification Dreambox. Donc vous aurez une erreur, en tout cas, explicitement sur cette URI. Nous, on a tenu, on en tient compte de notre côté vérification, pour du coup ne pas vous pénaliser lors de la validation. Donc, pas d'inquiétude, en tout cas, s'il y a une erreur sur cette longueur ici. Donc, encore une fois, hein, je vous invite bien sûr à noter hein, l'ensemble de ces informations qui vous seront utiles hein, lorsque vous commencerez les différents tests. Autre sujet. Alors, je vais tenter de répondre à Bruno. L'information qu'on a aujourd'hui pour permettre la validation automatique hein, des messages, donc ne pas copier manuellement, c'est une question de jours, de semaines. C'est la dernière information que j'ai, on va dire plutôt de semaines, quelques semaines. Encore une fois, on a le mode dégradé qui vous permet quand même d'avancer, de ne pas être bloqué, mais on a bien prévu une correction qui sera livrée sous quelques semaines sur ce sujet pour complètement automatiser le processus. Comment on vous communiquera cette information? Vraisemblablement dans un amas, je pense. Enfin, on va voir si ça tombe dans quelques jours. On fera peut-être un mail dans la liste de diffusion, sinon via un prochain amas, on vous communiquera ça. Un petit rappel sur la mise à jour du serveur Git et sur le repo jeux de données. Jeux de données qui ont eu aussi des évolutions cet été, notamment au niveau des COS. Il y avait aussi des erreurs qui avaient été remontées, donc des écarts qui avaient été remontés avec les spécifications et puis les scénarios qu'on voulait également, qu'on souhaitait. Donc, on a fait un ensemble de corrections également cet été. Donc, on vous invite bien à récupérer les derniers jeux de données publiés sur le répertoire Git avant d'engager les tests et les scénarios. Sinon,
pourrait y avoir des problèmes sur le déroulé des workflows et des rejets de preuves de test. Donc, on vous invite bien dès maintenant à récupérer la dernière version, donc à faire un rechargement global hein, du repo Git. OK. Je poursuis sur la suite des informations à vous partager aujourd'hui. Intégration des solutions Dreambox à l'espace de confiance référencement. Alors, quelques métriques là à vous communiquer, un petit état des lieux pour voir où on en est. Dans le cadre de la session de test, donc homologation, SegurVac 2, il y a une intégration il y a deux phases en fait hein, pour effectivement déposer les preuves. Il y a deux phases. Il y a la phase intégration des solutions logicielles à l'espace de confiance référencement Dream. Donc on parle bien d'un espace de confiance de référencement, un espace de confiance de test. L'intégration, le processus d'intégration, il est décrit dans la notice utilisateur, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure qui a été updatée en version 1.8. Vous retrouvez du coup l'ensemble du process à suivre, process assez basique puisqu'il consiste à des échanges de mails avec l'équipe Dream aujourd'hui sur la base du coup de cet espace de test de référencement. Sur l'espace de test production Dream, c'est un autre sujet, mais sur l'espace de test référencement, on est sur des échanges de mails. Il faut bien suivre le processus qu'on a décrit dans la notice. Il y a un autre sujet pour commencer également les scénarios, c'est le raccordement des solutions logicielles à l'environnement de test SegurVac 2. Donc, on vous invite également à bien lire la notice où vous allez retrouver dessus les différentes adresses des machines, notamment les différentes adresses clientes des simulateurs clients et quelles sont les adresses que vous devez nous communiquer pour qu'on puisse enregistrer vos Dreambox en tant qu'AE Title sur le simulateur de PAX mis à disposition. Donc ça, pareil, il y a un échange de mails, je vous invite à faire ça. Aujourd'hui, sur les dernières métriques hein, qu'on a, je suis allé voir tout à l'heure, ce qu'on a aujourd'hui, c'est 13 éditeurs qui sont rentrés dans le backlog de validation administratif côté Dreambox. Ce qu'on a sur ces 13 éditeurs, on a 4 solutions qui ont effectué une demande d'intégration à l'espace de confiance et 2 solutions qui ont effectué une demande de raccordement. Donc là, je crois que dans les 2 solutions, elles sont aussi dans les 4. Donc aujourd'hui, on a un minima de 2 solutions qui, normalement, ont toutes les cartes en main pour commencer à faire les scénarios, les tests et à déposer les preuves. Voilà, je vous invite fortement, hein, du coup, à bien prendre en compte la notice et à prendre contact avec nous, à prendre attache auprès de nous pour, du coup, commencer à vous intégrer sur l'espace de confiance et à vous raccorder sur l'espace de test. Il peut y avoir toujours, hein, là, on parle de réseau et d'ouverture de port, donc il peut toujours y avoir des déconvenus. Donc, je vous conseille de bien anticiper ces différentes actions. Voilà, sur la notice, il y a les 2 chapitres. Je les ai remis. Description, l'intégration d'une solution Dreambox à espace de confiance. Description, raccordement d'une solution logicielle à l'environnement de test. Voilà ce que je pouvais vous communiquer. Ça, c'était vraiment sur la partie raccordement dans le cadre des tests. Si je continue dans la suite des slides, vous avez préparé. Ok, il y a une question, j'y répondrai après. Je continue sur l'ajustement REM, corpus documentaire Dream. Alors, quelques ajustements ont été réalisés. Alors, il y avait des choses qui avaient été remontées des précédents AMA où on a dû regarder. Ce qu'il faut savoir, déjà, dans un premier temps, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu 3 exigences qui ont été rédigées, mais elles se trouvent inapplicables. Donc, il y a eu un arbitrage dessus pour la rendre en peu. Ça, c'est la DBCO 131. Alors, c'est la capacité de la Dreambox consommatrice. DBCO 131. Hop, je vais reprendre exactement l'exigence.
je la retrouve. C'est la capacité de la Dreambox Conso à disposer d'une routine de conversion pour transformer les syntaxes de transfert. On a pris le parti que cette routine n'était pas forcément utile compte tenu du niveau d'encodage supporté par les PACS à destination de l'export. Donc, on a rendu l'exigence en peu. Donc, libre à vous d'implémenter ou pas cette routine côté Dreambox consommatrice pour export vers le PACS consommateur. Donc ça, c'était arbitré. Et ensuite, les deux autres arbitrages concernent les deux autres exigences là qu'on voit, la SO34 et SO106, qui vont concerner un point qui nous avait été remonté ça la dernière fois. C'est la vérification de l'identité du patient dans la réponse vers la requête PACS dans l'archive COS. Hop. Alors, attendez, là, je vais me remettre sur SO, peut-être 106 plutôt. Je vais d'abord vous parler de la SO 106. Donc, c'est la Dreambox Source qui doit intégrer la matrice d'habilitation. On a pris un parti pris ici, ça a été arbitré. La Dreambox Source ne doit pas implémenter du coup la matrice d'habilitation du DMP. On l'a complètement sorti puisque aujourd'hui, on va vraiment complètement s'appuyer sur la capacité de la Dreambox Conso à se faire habiliter sur le DMP, à récupérer le cas suivant le niveau d'habilitation qui aura été validé au niveau conso et à passer du coup un jeton ProSanté Connect à la Dreambox Source, jeton ProSanté Connect qui sera ensuite validé par introspection et tracé. Donc on fait complètement confiance et à l'intérieur, encore une fois, on est à l'intérieur d'un espace de confiance. Les Dreambox font confiance entre elles et se font confiance aussi en termes d'habilitation. Si la Dreambox Conso, à l'autre bout, elle a considéré que le professionnel de santé était bien habilité, il a pu récupérer le COS. Donc, implicitement, la Dreambox Source va partir du principe que le professionnel de santé qui arrive sur la Dreambox Source pour demander la récupération de l'examen a été habilité en amont. On est parti de ce principe. Du coup, ça nous fait enlever cette exigence qui était de toute façon non applicable, où il aurait fallu modifier le header de l'URL. On n'a pas pris ce parti, on a préféré du coup retirer l'exigence. Sur la SO34, je veux bien que tu interviennes, Antoine, parce que du coup, je suis peut-être moins à l'aise avec le sujet. Si ça ne t'ennuie pas. Oui, pas de souci. Donc la SO34, c'était également une exigence qui était relative à l'exploitation de la matrice d'habilitation DMP. Je vais juste vous demander quelques secondes le temps de reconsulter le contenu de l'exigence, mais l'arbitrage avait été pris en même temps que pour l'exigence DB SO106 et pour permettre à la Dreambox de ne pas avoir de vérification doublon à faire concernant cette matrice DMP. Donc, je vais reprendre l'exigence. Toc. Oui, c'était également sur la Ouais, c'est lié à la vérification matrice. de la matrice d'habilitation. Je pense qu'il y avait une des deux exigences qui demandait à ce que la Dreambox soit en mesure d'héberger la matrice d'habilitation. Donc ça devait être la SO106. Et la SO.34, ça devait être relatif au mécanisme mis en œuvre par la Dreambox pour, à réception d'une requête, vérifier que le professionnel de santé enfin, le rôle du professionnel de santé plutôt était bien cohérent avec le contenu de la matrice d'habilitation. Ouais. Merci Antoine. C'est vraiment deux sujets effectivement liés. Donc on sort complètement la matrice d'habilitation, c'est ce que j'ai indiqué. Dans tous les cas, lors de l'introspection, on a regardé ça aussi. Introspection, si le professionnel de santé, donc il va se connecter, il arrive sur la Dreambox Source. La Dreambox Source introspecte le jeton ProSanté Connect. Le retour de l'introspection va fournir un user info où dessus il y aura l'identité du professionnel de santé, donc identité qui peut être tracée au niveau qui doit être tracée au niveau de la Dreambox Source. Donc la Dreambox Source, grâce à ces différents audits, a les informations de quelle est la Dreambox
qu'il a appelé. Est-ce que la Dreambox est dans l'espace de confiance? Donc oui, sinon c'est rejet. Et également, donc, quelle est la structure, quelle est la structure personne morale et quelle est la personne physique qui demande l'accès à l'examen d'imagerie. Donc l'ensemble de ces informations voilà, peut bien être tracé en tout cas. Ça ne remet pas en cause cette chaîne de confiance. C'est ce que j'ai mis, je crois, juste après, c'est ce qu'on a mis. Ah oui, sur les ajustements. Alors, oui, désolé, je reste encore un petit peu en haut sur le décalage entre le REM et les différents arbitrages. Nous, on a la main sur les différentes spécifications parce que c'est nous qui les avons rédigées. Donc, c'est assez facile pour nous de faire les ajustements. Bon, encore une fois, on avait pris le parti de mettre les exigences également dans les specs et elles sont aussi dans les REM. Donc, on a la main sur les specs, on peut facilement faire les mises à jour une fois que c'est arbitré avec l'ensemble de la chaîne de décision. Et c'est ce qui a été fait là pour les exigences qu'on vous montre. On met à jour, nous, les specs. Donc ça, on les publie, on a complètement la main. Par contre, là, on a moins la main, c'est sur le REM et sur l'outil convergence. Donc là, il y a un processus au niveau NS qui est en place sur la mise à jour des REM et convergence. Donc ça peut prendre un peu plus longtemps, le temps que ces suppressions ou ces modifications remontent dans le REM et dans convergence. Donc vous pouvez avoir un certain décalage. Là, les informations que je vous communique aujourd'hui, en tout cas, elles sont arbitrées, donc vous pouvez bien en prendre compte et les appliquer. Et si jamais vous êtes amené à déposer des preuves, vous voyez que ces exigences elles sont encore présentes, il est tout à fait possible de mettre un non applicable au niveau du dépôt de preuves de test pour permettre quand même d'aller jusqu'au bout du scénario. Et ce non applicable, il sera remonté auprès de nous et on verra du coup que le non applicable correspond du coup à ces exigences supprimées. Donc voilà le mode que je vous propose. Le temps que la mise à jour convergence REM soit faite, ça peut prendre peut-être une semaine ou deux, le temps que ça soit fait, parce qu'il y a un processus un peu généralisé qui est en train de s'opérer. Le deuxième encadré, c'est sur les ajustements réalisés. C'est un petit peu en lien aussi avec le point du dessus. Avec Antoine, on est en train de travailler sur une nouvelle mise à jour de spécification Dreambox, avec notamment les informations dont on a vu au-dessus, qui vont être donc tout traduites dans la spec, qui est supprimée. On va republier, donc ça sera, je pense, début octobre, une nouvelle version des specs qui tiendra compte de ça. On fera à nouveau une version MR et une version finale pour que vous puissiez avoir la visu sur les choses qui ont été modifiées. D'autres choses ont été aussi modifiées ou précisées sur le tableau récapitulatif des informations qui doivent figurer dans les traces d'audit. Alors, traces d'audit, SO46, je crois que je vais vérifier un point sur les traces d'audit. On ne demande pas explicitement les traces d'audit, je crois, en preuve. Néanmoins, on l'a corrigé dans les spécifications. Il y avait quelques points qui n'étaient pas clairs du tout, notamment sur les différentes situations. La situation sur l'authentification patient n'était pas rentrée forcément dans le détail. Donc là, on a spécifié l'audit du patient avec ses différents traits d'identité. Peut-être que vous l'aviez déjà prévu, vous l'aviez peut-être anticipé, vous ne l'avez pas fait. C'est important, je pense, que l'identification du patient et ses traits stricts d'identité soient tracés au niveau des audits de la Dreambox pour que vous puissiez savoir qui se connecte et à quel moment. Et également la partie introspection ProSanté Connect avec au niveau des audits, déjà la traçabilité de l'échec ProSanté Connect en termes d'audit et également la réponse active avec l'enregistrement des informations du professionnel de santé qui a été introspecté par ProSanté Connect. Donc, voilà les petits ajustements là qu'on a fait là dernièrement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne crois pas. Normalement, le reste, ça ne bouge pas pour l'instant. Voilà, ça peut encore arriver. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'autres ajustements. On essaie d'y veiller là avec Antoine, mais c'est vrai que vos retours sur le support et vos mails nous aident à faire des ajustements. Et quand il n'y a pas d'arbitrage comme ça, c'est des ajustements qu'on maîtrise, on les fait comme ça en live, on vous les communique.
C'est pas forcément des ajustements hyper, enfin même structurants déjà pour le processus de référencement. Si jamais il y a des ajustements impactants, on fera des arbitrages. Là, c'était plutôt des suppressions et des arbitrages au niveau des notes, pas des modifications au niveau des notes. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Toutes vos questions, elles passent à nouveau toujours par l'espace authentifié. Dans tous les cas, ça continue. Et on répond ensuite avec les différents outils de ticketing. Sur la fin du coup de ce AMA, peut-être quelques informations également à vous communiquer pour vous donner un peu de visibilité. On travaille également on travaille toujours sur l'espace de confiance Dream en vue du déploiement à grande échelle des potentiels futurs Dreambox après la phase de référencement. On est en train de regarder, on est en train de faire des projections par rapport au niveau de référencement pour tenter de voir quand est-ce qu'on aurait les premières Dreambox déployées sur le terrain et voir comment on pourrait cranter ce déploiement à grande échelle. Donc, on travaille sur le sujet. On va organiser, je n'ai pas encore la date exacte, je vous tiendrai informé, on va organiser un nouvel atelier, Espace de confiance Dream, sur le mois d'octobre, où on vous présentera du coup les dernières évolutions, notamment autour du corpus documentaire. Il y a plusieurs corpus au niveau de l'espace de confiance. Il y aura un corpus présentation de l'espace de confiance assez générique, pas de grosses nouveautés à ce niveau-là. Il y aura un corpus, un document guide d'intégration. Donc, pour un opérateur de Dreambox, comment intégrer l'espace de confiance pour déployer sa Dreambox sur le terrain. Donc, on est en train de concevoir en ce moment un guide. Et puis, il y aura toujours la partie conditions générales d'intégration. Quelles sont les conditions à remplir par un opérateur Dreambox et par son client pour s'intégrer et respecter les différentes contraintes de sécurité et ne pas mettre en risque les autres Dreambox qui sont dans l'espace de confiance. Donc, ces conditions générales d'intégration que vous avez présentées début d'été, elles ont été un peu revues. On est encore en train de faire des ajustements dessus. Et ce qu'on pense également vous présenter dans cet atelier, c'est le parcours qu'on a travaillé, qu'on ne vous avait pas présenté la dernière fois de façon interactive. Là, aujourd'hui, on a des billes, on a des éléments, on a figé un parcours interactif qu'on pourra vous présenter lors d'un prochain atelier sur le mois d'octobre. Donc, date encore à déterminer, ça, je vous tiendrai au courant, on reviendra vers vous. Deux autres sujets que j'avais à vous communiquer, enfin un autre sujet surtout, c'était un retour peut-être, on a eu autour d'un AMA, un retour peut-être questionnaire sur la partie certificat. Sur la partie certificat, ce qu'il faut comprendre, alors, je vais faire une réponse orale. Si jamais vous vous reconnaissez, n'hésitez pas en tout cas à poser la question sur ce questionnaire qu'on a reçu. En termes de certificat IGC Santé, donc on va rentrer vraiment sur la partie espace de confiance, certificat IGC Santé SSL, qui servent à sécuriser le lien entre la Dreambox source et la Dreambox consommatrice. On a eu une question sur le nombre de certificats à mettre en œuvre. Ce qu'on a prévu et ce qu'on a spécifié aujourd'hui, comment ça fonctionne. On a ce qu'on appelle un FQDN qui est distribué. La Dreambox Conso va devoir déployer un certificat IGC Santé spécifique pour la consommation. Donc, premier certificat. Et côté source, cette Dreambox, elle va déployer, et c'est là où c'est important, 1 à N certificats IGC Santé suivant le nombre de packs qui sont reliés à cette Dreambox. Puisque ce qu'on avait vu ensemble et ce qu'on veut pousser, c'est que cette Dreambox source elle soit mutualisée, elle puisse accueillir différentes structures d'imagerie et qu'elle soit mutualisée, mais que ces différents packs qu'elle adresse puissent quand même être séparés, donc séparés à travers notamment l'URL qui sera unique. Donc la Dreambox source peut déployer plusieurs URL suivant le nombre de packs qui est relié, donc derrière plusieurs URL, donc derrière plusieurs certificats. Pourquoi on a fait ça? C'est pour permettre la résidence des packs, c'est pour permettre notamment en cas de changement d'opérateur Dreambox ou de séparation d'un groupe de radiologie, que le radiologue
ou la structure d'imagerie puisse décommissionner le PAX de la Dreambox, récupérer les KOS qui ont été produits avec ce PAX et se rebrancher sur une autre Dreambox d'un autre opérateur. Au niveau opérationnel, effectivement, pour l'instant, ça reste de la spec. C'est pas testé au niveau opérationnel, mais on a déjà anticipé du coup ce cas de figure. C'est pour ça qu'on demande dès à présent l'utilisation, la possibilité d'avoir plusieurs FQDN. Et c'est un élément également entrant qu'on a mis dans l'espace de confiance. Pour entrer dans l'espace de confiance Dream, l'opérateur devra donner à l'ANS combien il y a de packs reliés pour nous permettre derrière de distribuer autant de FQDN qu'il y a de packs reliés à cette Dreambox. Donc ça, normalement, c'est même figé dans le marbre aujourd'hui, en tout cas. Donc voilà, on avait une question autour de ça. J'espère que ça répond en tout cas à cette interrogation. On fera un mail du coup à l'éditeur qui nous avait posé la question pour formaliser tout ça. Voilà, je regarde si j'avais pas d'autres points à vous communiquer en termes de questions sur ce périmètre. On avait une question sur l'écart spec REM, mais je pense qu'on y a répondu. Et après, dans le chat, j'avais une question de Bluen sur le nombre d'éditeurs en cours de référencement. Effectivement, il y a 9. Oui, il y en a 9 sur le site. Et moi, l'information que j'avais, c'est qu'il y en avait 13. Je me renseigne, mais je crois que c'est 13, il me semble. Je vois qu'il y a Jean-Marc. Merci Jean-Marc de lever la main. Je vais te laisser du coup intervenir. Je t'ai autorisé le micro. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci Bled. En fait, j'ai répondu directement dans le chat, il y a une des deux pages qui n'est pas à jour, la page industrielle, elle n'est pas encore à jour. Il faut se reporter à l'autre, la page générique du couloir Ségur, qui elle est bien à jour, on a bien les 13. D'accord, donc 13, hein, effectivement, voilà. Merci. Merci Jean-Marc. Et pour répondre aussi à Bruno, ça te permet de reprendre ton souffle, il n'y a pas de limite sur le nombre de packs. Non, voilà, pas de limite, effectivement. Donc, on peut avoir une Dreambox très, très mutualisée avec un nombre de packs assez conséquent. Tout va se passer avec Après, l'enjeu, c'est bien d'enregistrer les différents AE titles des différents packs et d'organiser en tout cas les différents identifiants. Ça, on les a pas forcément spéqués, parce qu'il y a plusieurs solutions qui étaient possibles. On avait vu avec vous, du coup, comment repérer les examens dans quel packs. On vous laissera du coup arbitrer sur le bon mode de fonctionnement qui peut être là, dépendant par contre des différentes installations. Voilà. Et je vais, Guillaume, lever la main, je vais vous autoriser. Oui, bonjour. J'ai sûrement mal compris. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous nous expliquez sur les certificats qui vont être utilisés pour la communication MTLS. Là, ce que je viens de comprendre, c'est que la Dreambox a son propre certificat MTLS qu'elle va présenter, la Dreambox Conso, qu'elle va présenter pour une authentification, pour la communication avec la Dreambox source. Donc, et ce certificat, il est indépendant du PAX. Oui. Parce qu'elle a... D'accord. Alors, je reprécise. La communication, on a besoin d'une communication en MTLS entre Dreambox Conso et Dreambox Source. Ça, on est d'accord. Derrière la Dreambox Source, on a le PAX qui lui va communiquer en DIMC DICOM, en DIMC DICOM, c'est du standard très bas niveau DICOM entre le PAX et la Dreambox Source. La Dreambox Source, ça va faire des cFine, des cMove. Oui, tout à fait. Du PAX. Donc, on est vraiment sur du très bas niveau DICOM. Ce qu'on avait discuté, c'était une Dreambox, ça peut être mutualisé, on l'a vu. C'est d'avoir plusieurs packs reliés à la Dreambox. Une Dreambox, par exemple, commandée auprès d'un établissement qui possède plusieurs plateaux d'imagerie. On est d'accord. En établissement ou en libéral, je pense. On est d'accord, monsieur Baja. Oui. On est d'accord, monsieur Baja. Pour chacun de ces packs, on va avoir une URL
avec Oui. un FQIDN distinct qui sera DB Tartampion C'est machin. ça. Et comme ça qu'on a Tartampion imaginé, 2 voilà, et la Tartampion chose. 3. Donc ça, pour ça, quand on a fait notre inscription là pour la phase de test, vous nous avez refilé des FQDN. On a fait une demande d'un certificat MTLS pour ce FQDN. D'accord? D'accord. Mais là, si je comprends bien, dans le cas où elle est conso, il me faut un FQDN supplémentaire. Non, dans le cas conso, vous avez besoin d'un seul certificat parce qu'il y a c'est juste une vérification cryptographique du certificat. L'URL, elle est vraiment portée par la source. C'est sécurisé par la source. Côté conso, pour moi, c'est un TLS mutuel dans le sens où le certificat, il va être uniquement utilisé pour vérifier, enfin une vérification cryptographique de la clé du certificat, c'est-à-dire le CN du certificat. Donc, on va contrôler côté conso que ce CN de certificat, il est présent dans la liste blanche. Donc, vous pouvez avoir qu'un seul certificat conso. Le certificat côté source, en fait, vous devez, en fait, le truc, c'est que vous avez un certificat par FQDN. Il n'y a pas le choix, On est de toute d'accord. façon. Donc, vous avez autant de certificats côté source. Pour moi, côté conso, sur la vérification, sur le montage en lui-même du MTLS, la vérification de la conso, à partir du moment où le certificat du conso il est dans la liste blanche, c'est juste ça en fait. C'est uniquement la vérification donc on présente celui cryptographique et la qu'on veut. présente. Oui, je pense que Si la conso a 3 FQDN et qu'on est interrogé par un poste, on présente n'importe. Enfin, le premier, on va dire. Voilà, d'accord. On n'est pas obligé de présenter un certificat particulier. Okay. Après, il faut aller un petit peu plus loin dans la démarche. La Dreambox Source, qu'est-ce qu'elle va vérifier? Elle va vérifier que le certificat côté conso, il est bien les vérifications de base finalement. Vérifier d'où il vient, est-ce qu'il est valide, est-ce qu'il vient des GC Santé, est-ce qu'il est valide au niveau date, et est-ce que les informations du CN sont présentes dans la liste blanche. Et ça, tout à fait. Et ça s'arrête là pour monter le MTLS. Voilà, mais s'il y a 3, on présente le premier ou le deuxième ou le troisième, enfin on présente n'importe lequel. On note ce point, c'est vrai que c'est un point intéressant, on fera peut-être un petit FAQ du coup là-dessus. Si jamais, non, c'est parce qu'un DPI ou un RIS même qui aurait plusieurs PAX derrière, quand il va interroger sa consommatrice, il va pas forcément savoir quel est le PAX, enfin quel est le PAX qui pourrait correspondre à l'appel, quoi. Alors, il y a peut-être deux choses dans ce que vous dites. Le DPI ou le RIS, ils vont appeler la Dreambox consommatrice. On est tout à fait d'accord. Qui possède une IHM. Là, vous avez un lien RIS vers Dreambox consommatrice. C'est un lien privé là qui est fait. Oui, elle est tapée sur une URL privée où l'ANS n'intervient pas dessus. Voilà. Oui. Et après, c'est vrai que l'enjeu là, c'est le lien Dreambox Conso, Dreambox Source. Effectivement, avec plusieurs FQDN. D'accord. Ok. Voilà, j'espère que ça répond bien à vos questions. Oui, ça répond. Enfin, on pensait que ça allait fonctionner comme ça, mais on voulait être sûr qu'il ne fallait pas qu'on rajoute un paramètre supplémentaire dans l'appel, enfin, on va dire propriétaire, dans l'appel interne, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas si on arrivera à adresser 100% des cas là dans notre discussion sur la partie vraiment très opérationnelle, parce que j'ai l'impression que c'est très morcelé. Enfin, voilà. Là, aujourd'hui, j'ai un peu de mal. C'est encore un petit peu flou sur vraiment ce qu'on va trouver sur le terrain. Donc, on verra. Ça adressera peut-être pas 100%, ce qu'on se dit là. Merci. Voilà, je vous en prie. Je crois qu'il y avait une autre personne. Non, qui avait levé la main. Si. Philippe, je vais vous autoriser le micro. Ouais, Philippe, je te laisse intervenir. Ah, ça marche pas. Est-ce que j'ai bien activé le micro? Normalement, oui. Il faut que vous désactiviez votre micro si vous voulez toujours intervenir. Non. Bon. Si, c'est bon, on vous entend. Oui, je disais, je continue comme le raisonnement de mon collègue Guillaume. Là, on fait l'appel contextuel du RIS ou de la PF ou du DPI sur la Dreambox Conso, qui elle-même est une Dreambox source potentiellement. Oui, c'est vrai. Et donc, elle peut donc avoir 3 certificats. Donc, on fait un appel contextuel sur elle. Elle interroge le DMP, elle récupère un COS, elle s'adresse à une Dreambox source qui a les images n'importe où.
quel certificat elle va présenter pour le MTLS? Puisqu'elle en a 3. Ouais, mais ça rejoint effectivement la discussion qu'on a eue. Il n'y a pas de règle là-dessus. Et parce que du coup, si on en présente un des 3 au hasard, on perd un petit peu de traçabilité quand même. Pourquoi vous voulez avoir une traçabilité à ce niveau-là? Je sais pas, parce qu'on trace tout. Donc, mais imaginons aujourd'hui, aussi on que, n'a pas. Ouais. Ok, parce que ça veut dire que nous, on doit gérer le fait que, par exemple, on a 3 certificats, mais admettons que un des 3 certificats est désactivé pour une raison ou pour une autre. Il faut qu'on gère ce cas-là, où on doit présenter le deuxième. Enfin, ça complexifie un petit peu le truc, quoi. Mais il y a peut-être une. Aujourd'hui, on n'en parle pas effectivement au niveau des specs. Est-ce qu'il faut une règle de gestion sur la gestion d'utilisation du certificat côté conso? Aujourd'hui, c'est pas spécifié effectivement. Vous pouvez imaginer qu'il y a un certificat qui soit désactivé ou qui soit même compromis. Bon, c'est peu probable, mais il n'y a pas de règle en tout cas, effectivement. Il n'y a rien écrit là-dessus aujourd'hui. Je sais pas. Là, moi, ce que je pensais, c'est de ne pas mettre le nez dedans et de dire vous devez utiliser un des certificats que vous avez. De façon nominative, de toute façon, il y a de fortes chances qu'il n'y ait qu'un seul PAX, mais c'est vrai qu'il y aura des cas où il y aura plusieurs PAX. J'avais pas forcément envie de rentrer là-dedans. Normalement, hein, si on veut aller plus loin, après les certificats, c'est un peu compliqué. Normalement, il faut qu'ils soient cloisonnés, il faut qu'ils soient dans des magasins différents, etc. On n'est pas allé jusqu'au bout de toute cette logique. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de rien dire sur ce sujet et de dire vous devez utiliser l'un des certificats actifs côté Dreambox Conso. Enfin, si on nous repose la question. Je n'ai pas envie pour l'instant d'aller plus loin. Voilà. Je vais laisser du coup Damien. Non, Jean, excuse-moi, Jean, du coup, intervenir si tu veux. Oui, Je sais pas si bonjour. c'est sur ce même sujet. Oui, c'était juste pour voir une remarque. C'était juste une remarque sur la traçabilité. Pour moi, là, en l'occurrence, là, en termes de traçabilité, ça apporte rien parce que le lien contextuel, il va pas se faire au nom d'un PAX. Pour moi, enfin, je vois pas trop, ça n'a pas de sens, quoi. C'est un clinicien qui veut consulter. Ouais, là, il est relié à son système d'information, il n'est pas relié à un des PAX qui est relié à son système d'information. Donc je vois pas trop la traça que ça apporte. Par contre, la remarque de Philippe sur éventuellement un certificat qui serait répudié, oui, là il faut. Là, il y a un sujet. Après, qu'est-ce que va apporter le certificat pour la Dreambox? L'utilisation du certificat, elle va juste permettre au niveau de traçabilité de dire c'est tel certificat de tel opérateur. Mais là, vraisemblablement, sur une Dreambox, de toute façon, si vous avez 3 certificats, ils viennent tous là, si c'est immédiat, les 3 certificats sont immédiats. En tous les cas. Et surtout, ils seront tous. Ça veut dire qu'il faut transmettre. Il faut que le système d'information, RIS ou autre, nous dise je vous appelle dans tel cadre. Enfin, mais pour moi, le certificat, il n'a pas plus de valeur. Enfin, si on part sur 3 certificats, il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Mais après, par rapport à. Je veux bien que tu précises la non-répudiation que tu mentionnais, du coup, Jean. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. S'il y en a un qui est répudié, il faut gérer et pas l'utiliser, quoi, du coup. C'est compromis, c'est ça? Qui est compromis, oui, voilà. Ok. Ça, pour moi, on n'en parle pas, effectivement, mais ça rentre, c'est implicite, hein, ça, effectivement, cette gestion des certificats. Je pense qu'il n'y a pas de plus-value à ce qu'on en parle à l'intérieur des specs ou du projet. C'est la gestion des certificats, la gestion du cycle de vie du certificat, c'est valable pour l'espace de confiance, mais c'est valable pour tout certificat qui sont utilisés, aussi bien des certificats issus d'une IG Microsoft ou d'autres IG. Cette gestion du certificat, ça fait partie de la maintenance curative des préventives, des Dreambox, je pense. Parfait, moi la position va bien. À moins que vous ayez d'autres avis. Après, je suis tout à fait preneur. Là, c'est à chaud. Voilà. C'est à chaud l'avis que j'avais. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément rentré dedans. Après, je ne voulais pas qu'on se mette aussi en difficulté à trop rentrer dans le détail. Parce que derrière, les architectures peuvent être bien différentes. Donc, voilà. Ok. Bon, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vois qu'il y a une dernière question.
peut-être que je pourrais prendre. Dernière question de Bruno. Est-ce qu'une Dreambox peut être associée à une adresse IPv6 ? Au niveau de l'espace de confiance, je peux vous apporter comme élément de réponse. Au niveau de l'espace de confiance, c'est purement... Il y a deux questions là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une question très opérationnelle. Le déploiement de la Dreambox en elle-même au sein du SI, est-ce qu'elle peut être associée à une IPv6 ? Je pense que oui, au niveau de l'adressage. C'est compris maintenant dans les différents RFC. Donc après, ça dépend de l'implémentation, mais il n'y a pas d'interdiction en tout cas pour qu'elle soit associée à une adresse IPv6. Et après, sur l'entrée dans l'espace de confiance, l'ANS gère le bureau d'enregistrement. Donc le nom de domaine, c'est mesimagesmedicales.fr. Et l'ANS va également gérer le DNS, donc les enregistrements des Dreambox au niveau du DNS, raccrochés au bureau d'enregistrement. Et on pourra mettre effectivement des IPv6. Pas forcément recommander une IPv6 sur l'espace de confiance. Je pense qu'il faut mieux partir sur du reverse proxy. Ça permet comme ça, s'il y a des changements d'IP, de garder en tout cas une continuité opérationnelle dans la Dreambox. Voilà. Donc, deux façons de vous répondre. Pour l'espace de confiance, le DNS, il est géré par l'ANS et on a une latitude en tout cas pour rentrer les informations que vous nous donnez en termes d'enregistrement. Et on n'a pas à restreindre l'enregistrement à des noms, du reverse proxy, des IPv4, V6. On fait un peu ce qu'on veut. On n'a pas restreint aujourd'hui, donc on prendra ce que vous nous donnez. Et après, vraiment sur le déploiement opérationnel au sein des SI d'imagerie, là, je ne vois pas de contrainte à mettre d'IPv6, à moins que vous me contredisiez sur cette partie-là. C'est dépendant, je pense, de l'établissement ou de la structure là, qui va accueillir la Dreambox, en tout cas. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on clôture du coup cet amas. Donc, pas de nouvel amas planifié pour l'instant. L'activité de support et les questions qu'on a pour l'instant ne sont pas assez, je pense, conséquentes pour qu'on fasse un nouvel amas. Donc j'en programme pas pour l'instant. Et ce qu'on va faire sur le mois d'octobre, c'est un nouvel atelier espace de confiance. Et puis bien sûr quelques nouvelles publications à venir sur la partie spec. J'en ai parlé là dans la slide. Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas, du coup, je crois qu'il y a toujours les réunions Pro Santé Connect. Donc, je vous invite à bien suivre ces différents rendez-vous autour des sujets Pro Santé Connect, parce que c'est un élément très structurant pour le fonctionnement de la Dreambox. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Puis on vous envoie l'ensemble des éléments, les questions-réponses et puis les slides dans vos boîtes. Merci à tous pour votre participation.